Chapitre 4. Séquence des comptes et analyse des opérations des secteurs institutionnels résidents. Le système de comptabilité nationale est construit autour d'une séquence de comptes de flux et de comptes de patrimoine. Les premiers sont articulés entre eux et liés à différents types d'activités économiques intervenant au cours d'une période donnée de temps, et les seconds enregistrent les valeurs des stocks d'actifs et de passifs détenus par les unités ou les secteurs institutionnels au début et à la fin de la période. La séquence permet ainsi de présenter de manière synthétique tous les flux liés à l'activité de chacun des secteurs institutionnels ou sous-secteurs institutionnels et la situation de leur patrimoine au début et à la fin de l'exercice comptable. La séquence comporte les comptes suivants: les comptes courants, les comptes d'accumulation et les comptes de patrimoine. Ces derniers ne seront pas pris en compte dans le cadre de ce chapitre pour des raisons informationnelles. Donc, intéressons-nous aux comptes de flux. Comme nous l'avons déjà dit, ces comptes se rapportent à un type particulier d'activité comme la production, la formation du revenu, sa distribution et ou son utilisation. Chaque compte est équilibré par l'introduction d'un solde comptable, comme le montre le tableau infra. Donc, dans le tableau, vous avez la composition des comptes des opérations courantes ou les comptes courants et la composition des comptes d'accumulation ainsi que leur solde. Le solde d'un compte est reporté dans le compte suivant et assure l'articulation de la séquence des comptes. Donc, si vous voulez, une séquence des comptes, c'est un ensemble de comptes articulés entre eux par l'intermédiaire de leur solde. C'est pour cette raison qu'on les appelle aussi les soldes intermédiaires. Intéressons-nous d'abord aux comptes courants. Ces derniers inscrivent toutes les opérations liées à la production de biens et services, à la formation des revenus, à la distribution et à la redistribution du revenu entre les secteurs ou sous-secteurs institutionnels. Donc, le premier compte, c'est le compte de production. Celui-ci enregistre les opérations relatives au processus de production. Il inscrit la production comme ressource et la consommation intermédiaire comme emploi et dégage un des principaux soldes de la comptabilité nationale et de l'économie, à savoir la valeur ajoutée. Celle-ci, elle est égale la différence entre la production et la consommation intermédiaire. Ainsi, le compte de production se présente comme suit. Donc, en ressources, production bien sûr, mais n'oublions pas les impôts moins subventions sur les produits, c'est-à-dire les impôts nets, pour assurer une certaine cohérence des évaluations, comme nous l'avons déjà exprimé. Et on emploie la consommation intermédiaire et le solde dégagé et la valeur ajoutée brute. Après le compte production, on a les comptes et opérations de distribution et d'utilisation du revenu. L'élaboration de ce compte suit un processus en 4 étapes. La première est la répartition primaire, la deuxième, la répartition secondaire, la troisième, la redistribution du revenu en nature et la dernière, l'utilisation du revenu. Donc, concernant la première étape, on a le compte de distribution primaire du revenu. Donc, ce compte montre comment la valeur ajoutée est répartie entre les différents acteurs qui ont participé à sa création, principalement les ménages et les entreprises, mais on rajoute également les administrations publiques, puisque leurs revenus, à savoir les impôts et taxes, sont prélevés sur la valeur ajoutée créée. Ce compte permet de dégager un solde, celui des revenus primaires bruts. Ce compte est décomposé en 2 comptes, à savoir le compte d'exploitation et le compte d'affectation du revenu primaire. Et chaque compte dégage un solde qui sera reporté au niveau des ressources du compte suivant. Donc toujours on parle de cette articulation entre les comptes via leur solde. Ainsi, au niveau du compte d'exploitation, on a au niveau du ressources le solde du compte production, la valeur ajoutée brute, dans le cas
d'un secteur ou unité institutionnelle, où on trouve le PIB, c'est-à-dire la somme des valeurs ajoutées au niveau d'une économie totale, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble des secteurs. Et au niveau des emplois, tout ce qui est coût de production, à savoir la rémunération des salariés et les impôts moins les subventions sur la production et les importations, ce qui permet de dégager l'excédent brut d'exploitation ou le revenu mixte brut. Donc, on parle de revenu mixte brut dans le cas des entreprises individuelles. C'est un revenu mixte, c'est-à-dire qui rémunère à la fois le travail et le capital de l'entrepreneur ou de l'exploitant. Donc, on voit ainsi la répartition de la valeur ajoutée entre travail, capital et administration publique. Je tiens juste à préciser encore une chose, il faut faire attention au niveau des impôts nets de subvention sur la production et les importations ici, D2, D3. Au niveau de la production, c'est D21, D31, impôt net de subvention sur les produits. Donc au niveau de l'annexe de ce chapitre-là, vous allez trouver l'ensemble des explications que je vais vous faire venir maintenant à ce niveau-là. Donc, en effet, D2, D3, et les impôts moins les subventions sur la production et les importations sont composés de D21, D31, c'est-à-dire les impôts nets de subvention sur les produits, c'est-à-dire les impôts qui frappent, nets de subvention qui frappent les produits tels que la TVA, les taxes et impôts sur les importations, etc. Et il y a D29, D39, il s'agit des impôts moins les subventions sur la production, c'est-à-dire des impôts qui frappent l'activité de production, indépendamment de la quantité produite ou vendue. Et donc, tels que par exemple les impôts sur la propriété ou l'utilisation des terrains ou les impôts sur l'utilisation des actifs fixes, etc. Donc, toutes ces explications-là, vous allez les trouver au niveau de l'annexe. Donc, juste, il faut faire attention. Au niveau des impôts, il y a une catégorie d'impôts qui est décomposée en deux sous-catégories. Donc ici, c'est D2, D3. Dans le compte production, c'est D21, D31. Voilà. Le deuxième compte, c'est le compte d'affectation de revenus primaires. Alors ce compte-là, donc, on reporte au niveau de ressources le solde du compte d'exploitation, à savoir l'excédent brut d'exploitation ou le revenu mixte brut. Et on rajoute rémunération des salariés reçus, impôts moins les subventions sur la production et les importations reçues, revenus de la propriété reçus, et en emploi, revenus de la propriété versés, ce qui permet de dégager le solde de revenus primaires brut. Je tiens également à préciser ici que ce compte-là d'affectation de revenus primaires, il peut être différent d'un secteur à l'autre. Donc il faut faire attention là. Par exemple, pour les ménages, ce compte-là, il ne va pas contenir les impôts sur les subventions, tout simplement parce qu'ils ne reçoivent pas des impôts. C'est les administrations qui les reçoivent. Et on va voir ça dans l'application ou l'étude de cas qu'on va voir ensemble. Le compte de distribution secondaire du revenu montre l'effet de la fiscalité directe et des transferts autres que ceux en nature. La prise en compte de ces éléments permet le passage du revenu primaire au revenu disponible d'une unité ou d'un secteur institutionnel. Le compte se présente comme suit. Au niveau de ressources, donc, on reporte le solde du compte précédent, à savoir le solde des revenus primaires. Et les autres formes de distribution de revenus en espèces, à savoir les impôts courants sur le revenu et le patrimoine, les prestations et cotisations sociales, à l'exception des transferts sociaux en nature et les autres transferts courants. En emploi, on a les mêmes opérations, mais il faut juste distinguer ceux qui sont payés.
Donc, il y a ceux qui sont reçus au niveau des ressources et ceux qui sont payés, versés au niveau des emplois. Donc, la différence entre ressources et emplois permet de dégager le revenu disponible. Le compte de redistribution du revenu en nature tient compte des transferts sociaux en nature, ce qui permet de calculer le revenu disponible ajusté. Cette troisième étape de la distribution intéresse seulement les ménages, les administrations publiques et les ISBLSM. Les sociétés financières et non financières ne sont pas donc concernées par ce processus. Donc le compte se présente comme suit. Donc au niveau des ressources, le solde du compte précédent, à savoir le revenu disponible, transferts sociaux en nature reçus, et en emploi, transferts sociaux en nature versés. Et donc la différence entre ressources et emploi permet de dégager le solde du revenu disponible ajusté. Le compte d'utilisation du revenu, donc ce compte montre comment le revenu disponible est utilisé pour consommer et épargner. Et ce compte est subdivisé en deux sous-comptes. Le premier compte est celui d'utilisation du revenu disponible, qui montre la répartition du revenu disponible entre les dépenses de consommation finale et l'épargne. Celle-ci constitue le solde. Ce compte concerne les trois secteurs qui font de la consommation finale, à savoir les ménages, les administrations publiques et les ISBLSM, ainsi que l'ensemble de l'économie. Le compte se présente comme suit. Je tiens à préciser qu'au niveau des ménages et des sociétés financières, il fait apparaître également une autre opération, à savoir l'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension. Pour plus de précision concernant cet élément, voir l'annexe du chapitre. Le deuxième compte est celui d'utilisation du revenu disponible ajusté. Ce compte montre comment les trois acteurs cités précédemment allouent leur revenu disponible ajusté entre consommation effective et épargne. Le compte se présente comme suit, avec un solde qui est l'épargne. Ce solde est identique au solde du compte précédent, c'est-à-dire celui d'utilisation du revenu disponible. Je tiens également à préciser que pour les secteurs qui n'ont pas de consommation finale, l'épargne est égale à leur revenu disponible. Concernant les comptes d'accumulation, ces derniers se composent de plusieurs comptes qui retracent l'ensemble des flux constituant l'accumulation, c'est-à-dire les flux ayant un effet sur le niveau et la structure du patrimoine des unités institutionnelles. Ces comptes comprennent le compte de capital, le compte financier, le compte des autres changements de volume des actifs et le compte de réévaluation. Nous nous concentrons sur les comptes de capital et financier. Les deux derniers comptes ne seront pas traités. Le compte capital. Celui-ci retrace les opérations liées aux acquisitions, aux cessions de tous les actifs non financiers, produits ou non, c'est-à-dire actifs non financiers issus du processus de production ou non issus de processus de production, et au transfert en capital qui implique une redistribution du patrimoine. Il montre comment l'épargne est utilisée pour financer l'investissement et il est tenu en variation des passifs et de la valeur nette et en variation des actifs. Le compte de capital se présente comme suit. Au niveau des variations des passifs et de la valeur nette, nous avons l'épargne qui est le solde du compte d'utilisation du revenu disponible, assurant ainsi la liaison entre les comptes courants et les comptes d'accumulation. Nous avons également les transferts nets en capital, c'est-à-dire les transferts en capital reçus moins les transferts en capital versés. La somme de ces éléments constitue le financement de l'investissement et nous permet de calculer les variations de la valeur nette due à l'épargne et au transfert en capital.
tout en bas. Au niveau des variations des actifs, nous avons la constitution du capital. Il s'agit de la FBCF, de la consommation de capital fixe, c'est-à-dire l'amortissement. Celui-ci doit être déduit lorsque l'épargne est nette, mais lorsque celle-ci est brute, il n'y a pas lieu de le déduire. On a également au niveau de la constitution du capital ou au niveau des variations des actifs, la variation des stocks, les acquisitions moins cession d'objets de valeur et les acquisitions moins cession d'actifs non financiers non produits. Alors comme actifs non financiers non produits, par exemple les terrains, les brevets, les licences, etc. Le solde de ce compte, c'est soit une capacité ou un besoin de financement. Ce solde est la différence entre les variations des passifs et de la valeur nette et les variations des actifs. Il est soit positif, soit négatif. S'il est positif, il est appelé capacité de financement, qui mesure le montant dont dispose un secteur ou sous-secteur pour financer directement ou indirectement d'autres secteurs ou sous-secteurs de l'économie. S'il est négatif, il est dit besoin de financement. Il correspond au montant qui manque à un secteur ou à un sous-secteur pour financer ses activités. Et il est obligé d'emprunter ce montant aux autres secteurs ou sous-secteurs. Le compte financier enregistre toutes les opérations financières ou sur instruments financiers et retrace tous les flux de créances et de dettes des secteurs institutionnels d'une économie au cours d'une année. Il porte sur les acquisitions nettes d'actifs financiers ou les accroissements nets de dettes. Les opérations financières sont classées selon une certaine nomenclature, comme nous l'avons déjà expliqué, et décrit ci-dessous. Le compte financier se présente comme suit, en indiquant pour chaque secteur le montant et le type d'instrument financier utilisé au passif comme à l'actif. Nous avons ainsi les variations d'actifs financiers côté gauche et les variations de passifs et de la valeur nette au côté droit. Le solde de ce compte, s'il est positif, c'est une capacité de financement. S'il est négatif, c'est un besoin de financement. Ce solde apparaît du côté droit et il est obtenu en faisant la différence entre les variations des actifs et les variations des passifs et de la valeur nette. Ce solde, il est identique au solde du compte capital. Précision concernant l'ajustement pour variation des droits des ménages sur les fonds de pension. D'abord, qu'est-ce qu'un fonds de pension ou un fonds de retraite? Un fonds de pension est un organisme qui gère des fonds qui lui ont été confiés par des entreprises et ses salariés en vue d'assurer à ces derniers un revenu sous forme de pension lorsqu'ils auront cessé leur activité professionnelle. Cet ajustement est la différence entre transfert à payer, c'est-à-dire les cotisations sociales à payer au fonds de pension, et transfert à recevoir, c'est-à-dire les pensions payées comme prestations sociales par ces régimes privés de pension, plus la rémunération du service associé. Cet ajustement est rendu nécessaire parce que les fonds de pension sont traités dans le compte non financier comme des régimes de sécurité sociale, recevant et versant des transferts, et dans le compte financier comme des institutions financières s'endettant auprès de leurs clients. L'objectif est de faire apparaître dans l'épargne des ménages la variation des droits à pension, c'est-à-dire leur excédent de cotisations sur lesquels ils ont un droit certain. L'inscription de cet ajustement, donc, il est inscrit au niveau des emplois sur le compte d'utilisation du revenu disponible pour les sociétés financières et il est inscrit en contrepartie, en ressources, sur le même compte, c'est-à-dire le compte d'utilisation du revenu disponible, mais pour les ménages. Enfin, cette diapo reprend les explications relatives aux impôts sur la production et les importations que nous avons déjà développées.